c'est-à-dire les faits, parce qu'il faut commencer par exposer les faits. Et les faits parlent en eux-mêmes, c'est-à-dire ce qui se passe en Syrie actuellement, du fait des sanctions, mais aussi des conséquences de la guerre qui entre dans quelques semaines dans sa 12e année. Elle va clore sa 12e année de guerre. Les conséquences sont horribles, terrifiantes. Et on assiste à un silence total de la communauté dite internationale et qui agirait au nom des droits de l'homme et de la démocratie, alors qu'elle écrase ces droits sur le terrain. Là, je ne vais pas beaucoup disserter sur ça, c'est-à-dire, mais la France et les coalisés d'Occident et certains pays du Golfe, la Turquie, ont perdu la guerre sur le terrain, mais militairement parlant. Mais cela n'empêche qu'il y a 30% du territoire syrien continue à être occupé, dont la partie la plus riche, c'est-à-dire celle qui contient le pétrole, 80% du pétrole et du gaz syrien, et des céréales, c'est-à-dire c'était le grenier de la Syrie. Tout ça, c'est entre les mains des Américains avec leurs agents kurdes, séparatistes, dont la moitié ne sont pas kurdes de Syrie, sont des Kurdes qui appartiennent au parti, au PKK, qui est classé comme organisation terroriste par la France et par l'Occident. Ça, c'est... Donc, voilà. Et puis, parallèlement aussi, on voit qu'Israël continue à bombarder en toute impunité le territoire syrien, sans qu'aucune voix s'élève pour condamner cette violation du droit international. Bon, si la Syrie a bien résisté, a mis en échec ce plan de régime change, force de constater que la guerre continue par d'autres moyens. Je veux donner un peu le bilan de cette guerre qui, selon l'OCHA, c'est-à-dire le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, qui est une agence de l'ONU, en 10 ans de guerre, c'est-à-dire on ne compte pas maintenant les deux dernières années, l'hémorragie humaine est effrayante. Un chiffre qui fait froid au dos est celui des réfugiés et des déplacés. 13 millions de Syriens, affirme l'ONU, ça c'est pas les chiffres de l'ONU, ont été, entre guillemets, ont été contraints de fuir leur foyer au cours des 10 dernières années. Cela représente plus de 60% de la population de la Syrie. Sur ces 13 millions de personnes, 6,6 millions ont quitté le pays, c'est-à-dire ils ont le statut de réfugié. Plus d'un réfugié sur 4 dans le monde est syrien. Mais ce chiffre a été avancé avant la guerre d'Ukraine, parce qu'en quelques mois, on a vu à peu près 7 millions d'Ukrainiens quitter l'Ukraine. La majorité des réfugiés syriens sont accueillis par les pays de la région. La Turquie en accueille le plus grand nombre, à peu près entre 3 et 4 millions, suivi par le Liban, 1,5 million. La Jordanie, l'Irak, l'Égypte. Les autres réfugiés sont répartis dans d'autres régions d'Afrique et presque 1 million de réfugiés se trouvent actuellement en Europe. Et c'est l'Allemagne qui a accueilli le plus grand nombre. 7 autres millions de Syriens sont déplacés à l'intérieur du pays, ce qui représente la plus grande population de personnes déplacées au monde. C'est toujours selon l'ONU. Tous ces pays d'accueil traversent actuellement des crises socio-économiques très graves. Certains pays sont menacés d'effondrement total. C'est le cas, par exemple, du Liban. La Jordanie, là, il y a une crise économique, socio-économique très grave, et pourtant, elle n'a pas eu à supporter
un lourd fardeau des réfugiés syriens. La Turquie, l'économie aussi, l'économie turque, elle est en très mauvais état. L'Irak, n'en parlons pas, maintenant il y a une crise économique due par les sanctions américaines concernant l'usage du dollar, parce que les États-Unis accusent l'Irak de, le traiter, d'échanger en dollars avec la Syrie et l'Iran. Donc, ce sont des sanctions déguisées. Ils étaient encouragés par les pays occidentaux et l'Union européenne, ainsi que par certaines monarchies, à quitter ce pays. Et voilà. Alors que les armes étaient presque tues et que tout espoir d'un régime change était désormais exclu, les pays occidentaux continuent à peser de tout leur poids auprès des pays d'accueil pour les empêcher de laisser les réfugiés rentrer chez eux. L'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, dont le pays a accueilli près d'1 million de réfugiés syriens, a fait le déplacement exprès au Liban en juin 2018 pour dissuader les autorités libanaises de ne pas laisser les réfugiés basés au Liban de rentrer chez eux, volontairement. Donc, elle préfère qu'ils soient parqués dans des camps de misère sous assistance humanitaire, mais le minimum, plutôt que de rentrer en Syrie. Voilà. Officiellement, Merkel est derrière elle tous les dirigeants européens, dont la France. Il faut maintenir, pour ces dirigeants-là, il faut maintenir le statu quo jusqu'à la conclusion d'une solution politique en Syrie, entre guillemets. Le retour des réfugiés syriens chez eux doit, dit-elle, aux Libanais, avoir lieu lorsque les conditions sécuritaires requises seront assurées. Dans les faits, et en maintenant les réfugiés dans les pays d'accueil, les chancelleries occidentales espéraient les utiliser comme moyen de pression sur le futur pouvoir qui naîtrait d'une solution politique négociée, mais qui tarde à venir. En attendant, ils n'ont qu'à patienter dans leur camp de victimes du racisme, de la marginalisation et livrés au désespoir, voire aux cellules terroristes dormantes qui attendent le moment propice pour passer à l'action. Voilà, il s'agit donc d'une situation vraiment très dangereuse et porteur de danger non seulement pour la région, mais aussi pour l'Europe. Impatients et désespérés, certains ont déjà commencé à tenter leur salut en s'embarquant sur des bateaux de fortune vers l'Europe. Jusqu'ici, ces tentatives ont été contrariées par l'armée syrienne, mais aussi surtout par l'armée libanaise. Le seul corps solide qui reste encore en activité au Liban. Mais qu'adviendra-t-il si l'armée venait de voler en éclats, comme ce fut le cas en 1975, avec l'entrée du pays du CERF dans la guerre civile? Qu'a commencé, le pays renoue avec ses pulsions suicidaires. On est devant un pays sans président, la présidence est vacante, un gouvernement de facto à la limite de la légalité, c'est-à-dire c'est un gouvernement au rabais qui n'est pas capable de prendre et divisé de surcroît, qui est incapable de prendre des décisions concernant que ce soit l'économie, que ce soit l'avenir du pays. Voilà, une économie, un pouvoir judiciaire divisé, on l'a vu, qui se bat, c'est-à-dire les juges, on assiste à un spectacle désolant de juges qui se déclarent la guerre entre eux. Voilà. Une économie dévastée, une société déstructurée. Si un tel scénario catastrophique intervient, il y a de grandes craintes que les réfugiés, c'est-à-dire si l'effondrement du pays s'intervient, personne ne le souhaite et j'espère que quand même que la sagesse va l'emporter. Si ce scénario quand même intervient, il y a de grandes craintes que les réfugiés syriens et palestiniens, 1,5 million
et 400 000 Palestiniens ne restent pas à l'écart de la bataille à venir. Voilà. Quant aux réfugiés syriens en Turquie, qui sont estimés à 3 millions de personnes, ils sont devenus un enjeu dans les prochaines élections présidentielles prévues dans quelques mois. Je pense que c'est en mai, si les délais sont respectés. Ils sont rejetés actuellement à la fois par les partis de l'opposition, dits laïques, et depuis peu par les partis au pouvoir, dont Erdogan, parce que maintenant il commence à comprendre que la présence d'une telle masse de réfugiés en Turquie va peser dans des résultats des prochaines élections. Donc maintenant il se rapproche de la Syrie, il fait semblant de conclure un accord, mais si ce rapprochement ne produit pas ses effets, il serait prêt à utiliser encore une fois, comme il l'a fait dans le passé, la carte des réfugiés syriens contre l'Europe. Il peut ouvrir les frontières, on l'a déjà vu en 2015. Rappelons que la Turquie avait déjà joué cette carte dans ses relations tumultueuses avec l'Union européenne en 2015. Une crise qui s'était terminée par la conclusion d'un deal migratoire, et j'utilise exprès le mot deal, en 2016 entre les deux parties, Ankara et l'Union européenne. Ankara s'était alors engagé à exercer des contrôles plus stricts à ses frontières pour juguler l'immigration illégale en coopération avec Frontex, ainsi qu'à accueillir tous les migrants illégaux venus de son territoire et arrêtés en Grèce. En retour, Bruxelles s'était engagé à financer à hauteur de 6 milliards d'euros l'accueil et l'accompagnement des réfugiés sur le territoire turc. Alors ce deal-là peut voler en éclats. Il s'agit d'un deal à la fois immoral, inefficace, contre-productif et fragile, car il y a là une instrumentalisation cynique de la tragédie des réfugiés syriens pour peser sur l'avenir de la Syrie. Un pari stupide que 12 ans de guerre multiforme contre la Syrie ont mis en échec. Parallèlement à ces marchandages immoraux et sans scrupules, l'Union européenne s'est jointe aux États-Unis pour rendre le retour de ces réfugiés pratiquement impossible par le biais d'une série de sanctions barbares et ubuesques qui privent l'État syrien des moyens de se reconstruire. Aux sanctions américaines, déjà imposées depuis 1979, ça date bien avant la guerre, aggravées en 2003 par la loi Syria Accountability Act, se sont ajoutées à partir de 2011 une batterie de sanctions américano-européennes interdisant à l'économie syrienne, donc à la population syrienne qu'on prétend protéger, toute possibilité d'échange, de commerce, d'accès au réseau bancaire, etc. Il ne se passe donc quand on interdit l'accès au réseau bancaire international, c'est-à-dire les cartes Visa, les lettres de crédit, il n'y a plus de touristes qui viennent en Syrie. C'est la mort certaine de tout un secteur de l'économie. Voilà. Il ne se passe pas une année sans que de nouvelles sanctions viennent s'ajouter à cet arsenal qui cherche à renvoyer la Syrie à l'âge pré-industriel. On se rappelle les menaces de James Baker, l'ancien secrétaire d'État américain, ces menaces de renvoyer l'Irak à l'âge de pierre. C'était avant la première guerre d'Irak. Et c'était effectivement le cas, avec un embargo barbare qui est innommable. C'est surtout le cas de la loi César Act, adoptée par le Congrès américain en 2020, sous Trump, et entrée en application le 17 juin de la même année. Cette loi vise à placer le pays, déjà ruiné par la guerre, au bord de l'asphyxie et de l'effondrement. Cette loi américaine s'applique automatiquement
à tous les États et entreprises qui traitent avec les États-Unis. C'est-à-dire tous les clients des États-Unis doivent appliquer ces sanctions, y compris la France, l'Europe, la Chine, voilà, y compris l'Europe et la France qui sont ainsi sommés de s'y soumettre pour ne pas être exposés aux sanctions unilatérales américaines. Récemment, la société française Lafarge a dû s'acquitter d'une rançon, entre guillemets, de 778 millions de dollars pour avoir fait le choix impensable, entre guillemets, de financer l'organisation État islamique en Syrie entre 2012 et 2014. Oui, c'est aux Américains, pas à la France. Ce qui est curieux, c'est-à-dire c'est les Américains qui touchent cette rançon. Et Lafarge a exprimé ses regrets aux États-Unis d'avoir osé faire ça. Voilà. Bon. Récemment encore, la société française, non, pas, une autre entreprise française, la BMP, a dû faire un amende déshonorable, ou honorable, disons, et payer une amende de près de 9 milliards de dollars au Trésor américain pour avoir bravé les sanctions financières imposées par les États-Unis à certains pays comme la Syrie, l'Iran, Cuba, le Soudan, le Venezuela. Donc, elle a dû payer 10 milliards à peu près. C'est une somme rondelette, quoi. Pour compléter le tableau, ajoutons que les États-Unis continuent, au nom de la lutte contre le terrorisme, à occuper, avec la complicité de la filiale syrienne du Parti des travailleurs turcs, mis sur la liste américaine et européenne des organisations terroristes, la partie la plus riche en agriculture et en pétrole de la Syrie, à l'est et au sud. 80% du pétrole syrien est ainsi pillé et acheminé vers l'Irak ou le marché noir, privant l'État d'une source non négligeable de revenus lui permettant de se reconstruire. Quant aux céréales, elles sont détournées et parfois même brûlées, privant la population syrienne de moyens élémentaires de subsistance. Il y a quelques jours encore, le programme alimentaire mondial, PAM, a tiré la sonnette d'alarme, annonçant dans un communiqué que la faim a atteint un niveau inégalé depuis 12 ans en Syrie. 12 millions de personnes ne savent pas comment elles se procureront leur prochain repas, auquel s'ajoutent 2,9 millions de personnes qui risquent de souffrir de la faim. Ça, je cite l'ONU, hein, c'est pas de moi. Selon ce communiqué, plus de 90% de la population syrienne vit sous le seuil de la pauvreté. Depuis le début, en 2011, d'un conflit sanglant ayant tué près d'un demi-million de personnes et dévasté des infrastructures du pays. Auparavant, la rapporteure spéciale des Nations Unies, qu'on a eu l'honneur d'écouter ici grâce à M. le Président, il l'a invité, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les effets négatifs des mesures coercitives sur l'exercice des droits de l'homme, c'est-à-dire les sanctions, c'est-à-dire c'est un euphémisme pour ne pas nommer les sanctions. Voilà. Alain Adouhan n'a pas mâché ses mots à propos des crimes commis par les pays occidentaux contre le peuple syrien, à travers des sanctions unilatérales qui constituent des crimes de guerre. Et ça, c'est son expression. Elle l'a écrit dans son rapport. Vous pouvez lire son rapport il y a un résumé du rapport sur le site de l'ONU, et puis le rapport détaillé va sortir dans quelques mois. Voilà. Elle a sommé ces pays depuis Damas, où elle venait d'effectuer une visite d'information de 12 jours qui vont servir à la rédaction d'un rapport complet qu'elle soumettra en septembre 2023 au Conseil des droits de l'homme de l'ONU basé à Genève pour recommander à lever immédiatement ces sanctions. Certes, la date de parution est insupportablement tardive, mais comme dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais. Face à ces cris de secours, la France, adoptant une posture de droit de l'homiste qui piétine dans les faits les droits de l'homme, de l'enfance, de la femme, de la population, fait la sourde oreille.
Tant qu'il n'y a pas de Français qui meurent, on s'en fout. C'est que les civils meurent, c'est le dernier des soucis des démocraties occidentales, très attachées aux droits de l'homme et à la démocratie. Voilà. Après avoir incité une partie de l'opposition à se soulever contre le pouvoir et appeler au renversement du régime, elle brille aujourd'hui par son absence, en attendant des jours meilleurs qui ne viendront jamais. Pourtant, la situation est explosive. La question des réfugiés syriens, combinée à une politique de sanctions massives, risque d'affecter la sécurité même de l'Europe et de la France en particulier. Il est grand temps d'agir en se basant sur les changements géopolitiques en cours qui sont en train de changer la donne. Et je pense que la France, par sa myopie stratégique et politique, est en train de rater le train. Voilà, merci. Il y a d'autres éléments que je dois. Voilà.